public se dit, voilà, il y a plein de monde autour de la table, qui fait quoi et c'est quoi l'écosystème autour de ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires? Oui, bien sûr. Peut-être tout d'abord pour commencer, je vais revenir sur, les missions de la REC très rapidement. Donc la REC, ça a été instauré par la région, et on a pour objectif de faciliter et d'accélérer la transition énergétique, et l'adaptation au changement climatique également, en assistant les collectivités et d'autres acteurs franciliens. Et pour ça, bien sûr, on pense qu'il faut, privilégier les approches transversales et multi-acteurs et d'où, cette table ronde, elle illustre très bien cette volonté-là. À travers, du coup, les missions de la REC, on a la chance d'avoir une vision d'ensemble sur le territoire francilien et notamment sur, par exemple, la production et la mise à disposition de données et de connaissances. Et on observe que sur, l'efficacité énergétique, il y a une grande part d'inconnu, concernant le parc tertiaire. Il existe très peu de données chiffrées en volume de surface, par exemple, et c'est là que les obligations du décret tertiaire, il faut les voir comme une opportunité d'améliorer ce suivi-là. Martha Marinelli, qui est aujourd'hui présente, pourra revenir plus longuement sur ce décret tertiaire. Il faut savoir, juste une petite parenthèse, qu'effectivement, les propriétaires et les exploitants de bâtiments tertiaires, ils ont 1 an de plus, soit jusqu'au 30 septembre 2022, pour déclarer leur consommation d'énergie sur la plateforme Opera. Et ils devront déclarer les données consommées de l'année 2021 et 2020. Et également, pour celles qui en disposent, se baser sur une année de référence entre 2010 et 2019. Donc pour ça, les intervenants reviendront sur ces éléments-là. Mais pour permettre le passage à l'action justement des collectivités, il y a l'articulation entre les acteurs du territoire qui, comme vous l'avez dit Xavier, est assez difficile à appréhender. Et donc en fait, ça vient du fait que chaque acteur a un rôle différent, mais ils ont la force d'avoir des rôles complémentaires. Et il faut voir ça en termes de spectre de mission, mais aussi d'échelle, pour permettre des effets leviers. Et donc, parmi les acteurs notamment, on a des acteurs qui vont apporter des éléments plus sur un accompagnement avec des solutions techniques et avec une formation des équipes plutôt voilà, sur la coordination du projet. Et donc, je pense notamment aux syndicats d'énergie, mais aussi aux structures comme la FNCCR qui ont des programmes adaptés aux collectivités, comme le programme ACTE. On a également des structures qui vont plutôt se situer sur l'aide au financement pour réfléchir à des modèles qui sont adaptés aux projets des collectivités. Et donc, notamment, il y a les acteurs comme la T2E, la Banque des territoires, qui est présente aujourd'hui, et qui vont permettre de relayer des dispositifs de financement, de prêt, d'intracting ou de C2E, et encore d'autres programmes comme des subventions, par exemple. Ensuite, on a des acteurs qui se situent plutôt à l'échelle locale. Et donc, la collectivité, elle va avoir tendance effectivement à vouloir rechercher des ressources plus en termes d'expérimentation, de retour sur des opérations qui ont déjà été menées sur leur territoire. Et là, elles peuvent s'appuyer notamment sur des réseaux comme le réseau Actif. C'est un réseau qui est animé par la REC en partenariat avec la région Île-de-France et l'ADEME et qui compte 15 membres, dont notamment les ALEC et d'autres structures qui apportent des appuis de manière générale sur la transition énergétique. Et aujourd'hui, on parlera plus précisément donc, du volet rénovation. Donc, elle s'appuie sur des conseillers en info-énergie du programme FAIRE et aussi des conseillers en énergie partagée. Elles peuvent accompagner les collectivités pour l'amélioration de leur performance énergétique via notamment des formations, du conseil, de l'assistance au montage de projets. Et aujourd'hui, donc, on a la MVE et l'ALEC pleine commune qui pourront donner des exemples un peu de leur accompagnement et en parler plus longuement. Donc, je vais vous rendre la parole. C'était top, Nargis. Merci d'avoir fait ce tour de table, d'avoir présenté en détail
qui faisait quoi? Parce qu'effectivement, c'est une difficulté pour les collectivités de comprendre où est-ce qu'ils doivent aller, mais on doit pouvoir dire que finalement, c'est un guichet unique, c'est que quel que soit le point d'entrée, on finira le parcours de la même manière et il se finira bien. Alors peut-être puisque Nargis, vous avez ouvert le sujet, on peut peut-être donner la parole à MVE, aux deux ALEC et pleine commune, peut-être pour vous présenter quel est le territoire sur lequel vous intervenez et un peu les spécificités de votre territoire. Eric, vous voulez commencer? Oui, merci Xavier. Donc, Eric Enda, responsable du pôle patrimoine public et tertiaire privé à la LEC MVE. La LEC MVE rayonne sur le territoire de l'Est parisien, ce qui comprend le PT Paris-Esman et Bois, Grand Paris Grand Est et Est Ensemble. Donc, toutes les villes sur ce périmètre sont accompagnées par la LEC MVE. La LEC, c'est quoi? C'est une agence d'ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif partagée à la fois par les collectivités, mais aussi les citoyens, qui a vocation à accompagner les collectivités sur les questions de transition énergétique et écologique. Et cette définition-là s'est réaffirmée récemment dans la loi énergie climat résilience, avec une définition beaucoup plus précise du rôle des ALEC qui peuvent, depuis la définition des politiques jusqu'à l'élaboration et la mise en œuvre de ces politiques-là, accompagner les collectivités à travers des schémas directeurs immobiliers, comme c'est le cas aujourd'hui pour la question de la rénovation énergétique, et la mise en œuvre des actions découlant de ces politiques-là. Donc, voilà un peu rapidement les actions que les collectivités, les ALEC peuvent mener en lien avec les collectivités sur ce périmètre. Peut-être Ouais. Mamourou pour compléter si tu veux. Sur pleine commune, alors c'est quoi votre territoire? Oui, parce que là, il y a des acronymes. Alors vous continuez, Eric, avec les acronymes, hein. EPT, c'est Établissement public territorial. ouais. Donc effectivement, vous êtes sur un territoire. Alors Mamourou, alors vous êtes sur quel territoire? Alors nous, on est sur le territoire de Plaine Commune. C'est une intercommunalité située au nord-est de Paris, qui est composée de 9 villes situées en Seine-Saint-Denis, qui regroupe des villes comme Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen et j'en passe. Comme mes homologues de MVE, nous, on travaille donc sur la rénovation du bâtiment résidentiel tertiaire. Depuis peu, on travaille aussi sur l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur le sujet de la zone à faible émission. Donc voilà, mais aujourd'hui, on est ici pour parler du tertiaire. Et donc, on a véritablement commencé à travailler sur le sujet en 2017 parce qu'on est sur un territoire qui est limitrophe de Paris et qui est soumis à une forte pression en termes de construction. Et par exemple, en 12 ans, entre 2005 et 2017, on a la taille de notre parc tertiaire qui a doublé. Et d'ici 2030, on attend l'équivalent de la moitié de la Défense. Parce que Jeux olympiques, parce que projet d'aménagement. Et donc, l'objectif de notre travail, c'était aussi de voir dans quelle mesure ce développement important du parc tertiaire était compatible avec le décret tertiaire. Oui, est-ce que le parc tertiaire, là, je rebondis sur votre sujet, est-ce que le parc tertiaire, c'est du neuf ou finalement, c'est des bâtiments qui sont réoccupés, réaffectés sur du tertiaire? Alors, on a les deux, mais on a quand même beaucoup de construction. Et nous, on est dans une vision globale du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le décret tertiaire, l'objectif, c'est que la consommation énergétique du parc au niveau national est baissée de 40% d'ici 2030. Enfin, vous connaissez ces chiffres. Et donc, on a une vision assez globale des choses qui consiste à dire que si on veut atteindre les objectifs, peut-être qu'il faut se concentrer davantage sur l'existant pour le rénover plutôt que construire du neuf qui va venir ajouter de la consommation à l'existant. Oui. Parce que si on construit du passif qui est ce qui se fait de plus performant, il n'empêche que ça vient rajouter de la consommation énergétique à ce qui existe déjà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur le sujet en parallèle d'un accompagnement aussi plus individuel qu'on fait en ce qui concerne parfois des grands groupes, parfois du petit tertiaire. Donc voilà. Oui, c'est ce que vous dites, ça existe aussi sur le logement, hein. C'est-à-dire que les économies d'énergie qui sont faites sur les rénovations sont écrasées par les constructions de nouveaux logements neufs, et donc du coup, on a un jeu de somme nulle. Donc au global, c'est pas quelque chose de positif. Alors si on regarde au niveau de la DREAT, Martha, vous avez des kits d'accompagnement. Je voulais vous faire rebondir aussi sur Oui. sur la rénovation énergétique du bâtiment tertiaire. C'est quelque chose d'assez nouveau finalement
finalement comme sujet, parce que autant la rénovation des copropriétés ou des logements sociaux, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est en marche et depuis de nombreuses années, et autant le tertiaire, c'est quelque chose de plus nouveau. Oui, et je voulais justement redonner un petit peu les cadres réglementaires qui nous amènent aujourd'hui à parler de rénovation énergétique du bâtiment tertiaire. Et là, je fais notamment référence au dispositif éco-énergie tertiaire, une obligation réglementaire issue du décret tertiaire en application de la loi Elan, qui impose à tout acteur du tertiaire public et privé, d'une part, de réduire les consommations énergétiques de son parc de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050, mais aussi d'attester ces réductions sur la plateforme de suivi et de recueil de consommation énergétique appelée Opérat. Or, comme Nargis l'a très bien dit, les calendriers de déploiement de mise en œuvre de cette plateforme est a été décalé d'un an, ce qui veut dire qu'il y aura un an de plus pour mieux se préparer, pour notamment mieux connaître son parc, les enjeux locaux, afin de mieux préparer sa propre stratégie patrimoniale et l'adapter aux enjeux ressortis de premiers diagnostics, des premières étapes qui sont justement de connaître, de recenser les périmètres du parc concerné, recueillir les données et donc, dans un deuxième temps, qu'il sera possible de les inscrire dans la plateforme Opéra. À savoir aussi que cette plateforme délivrera des attestations annuelles de attente des objectifs et en complément de ça aussi de notifications éco-énergie tertiaire qui disons qualifieront la démarche la éco-démarche de bâtiments assujettis en qualifiant la performance de ces assujettis d'un niveau insatisfaisant, c'est-à-dire feuille grise, à un niveau excellent. Donc 3 feuilles vertes. Donc il s'agit vraiment d'une plateforme d'une part de recueil et suivi de consommation, mais aussi d'incitation des acteurs assujettis à se mettre en route vers l'atteinte des objectifs mentionnés. Oui, ce que vous disiez, Martha, c'est le point essentiel, c'est on a un peu plus de temps Oui, pour retenir, mais du coup, cette phase d'étude, et là, je fais rebondir Thomas Sanchez pour la Banque des Territoires sur ce sujet. Comme on a un peu plus de temps pour faire ces études, et en tout cas pour prendre du recul, je crois il y a des outils de financement de ces phases d'études, et on pourrait donner quelques conseils aux collectivités qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, volontiers. Merci Xavier. Effectivement, les phases d'études sont une phase importante et depuis pas mal d'années maintenant. La Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts, essaie d'accompagner le passage à l'acte de la rénovation énergétique des collectivités, des universités, etc., avant même que les obligations réglementaires ne se mettent en place, et encore plus aujourd'hui, dans un cadre du plan de relance renforcé, etc. Donc, on est capable d'accompagner nous-mêmes, et puis il y a des dispositifs qui sont portés par des syndicats d'énergie, par la FNCCR, Grégoire Fourcade, et il reviendra très certainement concernant son syndicat, pour aider les collectivités ou les EPCI à conduire des études, soit sur la programmation des investissements, soit sur des schémas directeurs immobiliers intégrant une dimension énergétique, puis en allant dans le détail sur le patrimoine, au besoin de conduire des audits énergétiques sur quelques bâtiments par échantillonnage ou sur les plus importants. Toutes ces phases, elles sont assez importantes pour ensuite faire les bons choix sur les bons bâtiments de rénovation lourde parfois, plus légère sur d'autres. Et les collectivités ont beaucoup besoin de cet accompagnement. Quand on essaie de comprendre un peu quels sont les freins au passage à l'action des collectivités, des plus grandes ou des plus petites, ressortent beaucoup les difficultés de connaissance du patrimoine,
d'accompagnement sur le faire avec des bonnes équipes pour soutenir les équipes techniques ou la prise de décision du politique, qui sont une étape assez clé avant même de parler du financement des rénovations elles-mêmes, en fait. Oui, c'est ce que vous dites, Thomas, c'est le financement, c'est pas le premier frein. C'est plutôt la méconnaissance qu'on peut avoir de son patrimoine et de la manière dont on peut engager ces rénovations qui sont les principaux freins. Est-ce que c'est ça? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Le financement, l'intention d'allocation de ressources sur ce sujet-là par rapport à d'autres enjeux de la politique communale ou intercommunale, ça est un sujet très fort dans le fait de passer à l'acte ou pas et dans quelle mesure, ou sur une fraction ou la totalité du patrimoine. En revanche, si on souhaite passer à l'action et qu'on souhaite allouer une partie plus ou moins importante des moyens de la collectivité sur la durée d'un mandat, par exemple, typiquement au sujet de la rénovation énergétique de certains des bâtiments du patrimoine. Ensuite, les ressources de financement de type bancaire ou autres sont disponibles, relativement bon marché depuis quelques années. Donc, de ce point de vue-là, les collectivités trouvent des solutions. En revanche, la question de où est-ce que j'alloue les ressources de la collectivité, une éventuelle capacité d'endettement, etc., là est un sujet qui a besoin d'être accompagné, et notamment par les phases plus amont, par du soutien à l'ingénierie, ce que nous on appelle l'ingénierie, qui consiste à accompagner le type d'études que je mentionnais avant, qu'on peut cofinancer aux côtés des collectivités au besoin, pour justement les aider à affiner leur stratégie et à passer à l'action dans un cadre bien compris. Oui, parce que Grégoire Fourcade, j'arrive à vous, hein, Grégoire, je vous voyais trépigner. Grégoire Fourcade pour le CIPEREC, et on est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui aussi. C'est une course de long terme finalement, cette rénovation énergétique, hein, comme le reprécisait Martha, c'est sur plusieurs dizaines d'années, donc ça va au-delà de la mandature. Et vous accompagnez, vous êtes AMO. Alors on peut peut-être repréciser ce que c'est AMO, hein, pour les collectivités. Alors, je trépignais pas, j'acquiesçais ce que disait, ce que disait M. Sanchez, parce qu'effectivement, l'analyse, on la partage assez quand on arrive à l'étape du financement. C'est là où on est, c'est déjà que tout est suffisamment avancé. Alors, nous, on n'est pas AMO, nous, on est donc un syndicat d'énergie. Et à ce titre-là, donc, on intervient notamment historiquement sur la petite couronne francilienne, donc les villes qui sont adhérentes, on a 85 communes adhérentes à notre compétence électricité, qui à ce titre ont accès à des subventions, notamment fléchées vers la performance énergétique du patrimoine. Donc ça, c'est un levier de financement supplémentaire que les villes peuvent actionner. Mais effectivement, pour arriver à ce niveau-là, il faut relever les défis que dont M. Sanchez parlait. Et derrière, on met à disposition des adhérents. Alors là, le champ est plus large puisque c'est l'Île-de-France. On met à disposition des collectivités des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui, en fait, de par leur construction, permet à la collectivité de fonctionner et d'utiliser directement ces prestations sans avoir elle-même à passer de marché. Elle a juste un bon de commande à émettre, ce qui fait qu'entre le moment où la décision est prise et le moment où c'est mis en œuvre, ça peut aller très vite. Il n'y a plus le temps, les 6, 7, 8 mois qui peuvent, peut-être moins, hein, des fois, quand on fait des marchés de moindre importance, mais qui peuvent avoir lieu. Donc, effectivement, ce que vous disiez, c'est vrai, ça s'inscrit dans le temps long. On le voit depuis notamment 2020 et les nouvelles mandatures, on voit que les collectivités s'engagent de plus en plus dans ce que M. Sanchez parlait, c'est les schémas directeurs d'investissement immobilier, qui permettent de planifier la rénovation des bâtiments sur de longues périodes. Et en fait, c'est comme ça qu'on va réussir à atteindre l'objectif du décret tertiaire, puisque l'objectif du décret tertiaire, il est à long terme. Donc, ça évite d'un coup d'avoir un mur d'investissement en 2050 pour arriver à les atteindre. Oui. Est-ce que les collectivités sont sensibles aussi à ce qu'on décrivait
sur la construction de bâtiments neufs, là, je sors un peu du sujet, mais des fois, la construction de bâtiments neufs peut venir écraser les économies qui seront faites sur la rénovation. Est-ce que sur le schéma directeur de construction sur le territoire, les collectivités regardent l'ensemble de leur territoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Mamourou? Oui, je veux bien. En tout cas, nous, sur notre territoire, c'est pas vraiment le cas, mais je pense que c'est un phénomène aussi qu'on retrouve sur beaucoup de territoires, notamment des territoires denses, urbains, qui sont situés dans des métropoles, ou en tout cas dans des territoires métropolitains. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'incitation à la construction neuve qu'à la rénovation. J'ai des chiffres là qui montrent que en 2018, les investissements en immobilier d'entreprise en France, c'était 30 milliards d'euros. Et sur ces 30 milliards d'euros, il y en a 17 milliards qui ont été affectés juste à la construction de bureaux en Île-de-France. Et donc voilà, on est sur un vrai hiatus entre le neuf versus la rénovation. Et aujourd'hui, ce n'est pas tellement un problème de technique ou de connaissance sur le sujet. Dans un pays comme le nôtre, on est suffisamment doté en ingénierie sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est vraiment une question d'incitation, et notamment d'incitation fiscale. Il y a Thierry qui pose une question. On va continuer aussi le tour de table. Pourriez-vous mettre un panel des aides disponibles pour les collectivités? Il fait une remarque, il est toujours difficile pour les secrétariats, donc j'imagine les secrétariats des collectivités, de savoir à quelle porte frapper. Je viens d'écrire en réponse sur les chats. Il y a notamment la plateforme Aide Territoire qui recense l'ensemble des aides financières et en ingénierie technique et administrative disponibles sur les territoires pour la collectivité. Et donc, c'est une base vraiment qui donne accès à l'ensemble des aides présentes sur les territoires à l'échelle communale, intercommunale, départementale et régionale. Donc, je vous invite à y aller, à découvrir cette plateforme qui vraiment classifie d'ailleurs les aides en fonction vraiment de la thématique. Donc, pour ce qui concerne la rénovation énergétique de bâtiments, vous y trouverez l'onglet efficacité énergétique. Et donc, c'est là que vous pourriez ensuite délimiter votre recherche aux aides à la rénovation énergétique. Oui. Donc, est-ce qu'on peut mettre le lien, Martha? On n'a pas mis le lien dans le chat. C'est bon. On va mettre. Peut-être mettre en le lien. complément, Xavier, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Sur notre territoire, nous avons également édité, je pense que c'était un petit peu avant la sortie d'Aide Territoire qui est venue à l'échelle nationale, mais sur l'échelle de l'Est parisien, nous avons recensé en fait pour les collectivités les dispositifs de financement et d'ingénierie de financement qui existaient de façon à leur faciliter ce passage à l'acte-là et qui permet rapidement de savoir, en fonction des thématiques, notamment sur la rénovation énergétique et les énergies renouvelables, quels étaient les dispositifs adaptés. Mais je pense que je reviendrai spécifiquement dessus voilà, dans une seconde. Allons-y, Eric, et allons-y tout de suite là, sur le guide, parce que je crois que c'est un guide des aides financières que vous avez mis en œuvre, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes partis du constat qu'en fait, les collectivités, dans le cadre du décret tertiaire, étaient parfois mal outillées, tout simplement parce qu'il y avait une diversité de dispositifs de financement qui changeaient de façon très récurrente. Donc, et nous sommes partis de ce constat pour construire en fait un ensemble de fiches qui permettaient d'identifier les partenaires qui mettaient à disposition ces outils financiers sur le territoire, mais aussi les articulations qui étaient possibles entre ces différents dispositifs de façon à faciliter et à réduire le reste à charge pour la collectivité dans le cadre de la mise en œuvre des projets, que ce soit d'investissement ou d'études à la connaissance du patrimoine. Donc, cet outil-là a été déployé sur certaines ALEC sur le territoire qui va bientôt, je pense, prendre une forme peut-être régionale avec l'AREC. Il y a un groupe de travail qui va
bientôt se mettre en place dans l'optique d'avoir une approche un peu plus locale, sachant qu'il y a des dispositifs qui sont transversaux, qui sont nationaux, mais comment les faire adhérer pour les collectivités qui parfois n'ont pas de ressources aussi en interne pour facilement aller mobiliser ces financements-là. Donc, c'est aussi ce travail je dirais, d'adaptation à l'échelle locale de tous ces dispositifs qui sont à la fois vastes et intéressants, mais compliqués parfois à appréhender de loin. Oui. Nargis, si on doit donner un conseil à Thierry qui se dit mais où est-ce que je vais peut-être c'est ce que vous décriviez tout à l'heure, c'était le réseau actif des ALEC, peut-être c'est la première, ils sont outillés en tout cas, c'est leur mission première d'accompagner les collectivités. Oui, c'est vrai qu'effectivement, les ALEC ont l'avantage, comme vous avez pu le voir avec nos intervenants, d'avoir une approche, une connaissance des territoires à l'échelle locale qui est bien plus importante que d'autres structures de dimension plus régionale. Donc c'est vrai que si certaines collectivités se situent sur les territoires des ALEC, c'est vrai qu'elles sont une porte d'entrée vraiment à ne pas négliger pour entamer au moins une réflexion ne serait-ce que stratégique par rapport à leur territoire, essayer d'avoir une vision des actions à mener. Et ensuite, le passage à l'action se fera avec l'ensemble des acteurs franciliens. Oui, il y avait une question, là je reviens pour Grégoire, là je prends des questions parce qu'il y en a plein qui tombent, d'habitude on n'en prend pas autant, mais donc on va les enchaîner. Posez bien vos questions dans l'onglet questions-réponses, c'est plus facile pour nous à gérer, là je vous ai dans le chat, et vous avez un petit onglet qui s'appelle questions-réponses, si je peux vous me permettre, cher public. Je reviens sur l'AMO, alors je ne suis pas sûr, l'accompagnement doit être obligatoirement fait par un AMO, ça c'est une question pour Grégoire. Peut-être que ça mériterait de revenir un peu sur ce dispositif AMO, là, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais Oui, alors en fait, donc pour nous, en fait, on met à disposition, donc dans le cadre de tout ce qui est commande publique, on met à disposition des marchés parce qu'effectivement, quand on passe, quand on a besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans tout ce qui est établissement public ou collectivité, on est souvent obligé de passer par l'attribution d'un marché. Cette procédure, elle est longue, lourde, et par conséquent, elle peut un peu rebuter. Puis même passer un marché, ça coûte à une collectivité. Donc en fait, nous, on mutualise ces besoins. On publie des marchés qui sont, donc là, les marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est 300 collectivités qui se regroupent au sein de notre outil d'achat mutualisé qui s'appelle Sipenco, pour que nous, on passe le marché à leur place et qu'elles n'aient plus qu'à l'exécuter. Donc l'intérêt, c'est effectivement, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, les collectivités se sont astreintes à faire tout ce qui était audit réglementaire, sans avoir forcément de vision globale et à long terme sur leur patrimoine. Et aujourd'hui, elles ont pris le pli de faire en tout premier un schéma directeur qui va emporter ces audits des bâtiments. Et derrière, ce schéma directeur, il va permettre de le mettre en œuvre sur une dizaine ou une quinzaine d'années en fonction du souhait de la collectivité de s'inscrire dans un temps de plus en plus long. Oui, du coup. Effectivement, en plus, les audits, c'est des choses qui sont réglementaires. Donc, il faut passer, a priori, par un AMO pour pouvoir avoir un schéma directeur d'investissement immobilier. Mais si la ville est capable de le faire, je pense qu'elle est en capacité, si elle a l'ingénierie et le temps. C'est souvent ça, en fait, qui leur manque. Ce que disait M. Sanchez aussi. Le temps des collectivités est contraint. Vous êtes un accélérateur finalement et un simplificateur là, sur cet aspect-là. Mais est-ce qu'on peut répondre alors clairement, est-ce qu'il y a besoin d'un AMO est-ce que c'est obligatoire un AMO ou pas dans le cas de rénovation là? Non, c'est pas obligatoire. Quelqu'un qui connaît très bien son patrimoine et qui est capable d'identifier quels sont les bâtiments les plus énergivores pour construire une stratégie patrimoniale, il peut le faire. Il peut le faire tout seul. Ça demande du temps et des compétences. Oui. Alors, il y a Thomas qui disait, qui répondait, parce que finalement, vous parlez en chat, dans le chat, nous pouvons accompagner le financement d'études que vous confierez à un AMO ou un conseil.
Oui, Thomas. absolument. C'est-à-dire que nous, Banque des Territoires, on peut contribuer au financement d'études amont en complément aux besoins, par exemple, de financement apportés par le CIPEREC ou par d'autres acteurs. Mais on ne financera pas du temps interne de collectivité. Donc, on peut contribuer au financement d'une étude qui est confiée à un tiers, un bureau d'études, un AMO, un acteur quelconque du conseil compétent pour le besoin de l'étude. Voilà. Ces financements, ils sont plafonnés? Est-ce que c'est un forfait? Comment ça marche? C'est un pourcentage? Oui, c'est un pourcentage du coût des études. On peut accompagner pour une ville jusqu'à 50% du coût des études et on plafonnera à 50 000 euros maximum qui peuvent être répartis sur différentes phases d'études. On peut accompagner, par exemple, on peut cofinancer au démarrage un schéma directeur immobilier et puis quelques mois ou un an après, cofinancer une étude plus tendue vers la manière de faire le montage économique, financier, ensuite des opérations ou un bout d'audit énergétique pour compléter la connaissance du patrimoine. En cumulé, on ne dépassera pas 50 000 euros pour une collectivité. Ouais. Au niveau de la LEC de pleine commune de Mamourou, je crois que vous avez mis en place, vous en avez parlé, il me semble tout à l'heure, le document stratégie sur le tertiaire. Et donc, avec on peut parler peut-être, on parlait d'un exemple de mise en place d'économies d'énergie. Oui, en fait, dedans, on retrouve des outils spécifiques au tertiaire public, d'autres au tertiaire privé. Ce qui était aussi intéressant pour nous pour la réalisation de ce document, c'était de montrer que, quel que soit le patrimoine, finalement, il y a des financements, des outils qui existent. Donc, par exemple, dans les collectivités, vous retrouverez un exemple comment ça s'appelle, des économes de flux. Là où sur le tertiaire privé, vous trouverez des energy managers. Pareil sur les contrats de performance énergétique, vous en avez dans le public et dans le privé. Et dans le document, à chaque fois, vous avez la durée de ces contrats, les économies d'énergie réalisées, les montants financiers économisés. Et puis voilà. Est-ce que l'aspect Covid, là, je viens, vous savez, on est tous rentrés, bien sûr, dans cette histoire malheureuse. Est-ce que ça a changé quelque chose sur la mise en mouvement des collectivités, finalement? Est-ce que ça a obéré quelque part leur budget? Et du coup, elles sont un peu en difficulté pour financer ou les études ou les travaux. Thomas, est-ce qu'il y a des collectivités qui viennent avec cet objectif-là? Pour l'instant, on ne l'a pas observé de manière directe, mais le sujet, c'est que le flux de rénovation des bâtiments tertiaires était déjà pas incroyable avant le Covid. Donc, moins de pas beaucoup, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, on ne sait pas bien répondre à cette question. En revanche, potentiellement, certaines collectivités auront des capacités d'action un peu impactées suite à la crise Covid, mais c'est sans doute plus vrai à l'échelle de l'État qu'à l'échelle des communes. Donc, on n'anticipe pas d'impact très particulier sur ce sujet. Ouais. Allez, j'ai un petit quiz pour vous. On va voir si vous êtes, cher public, au niveau et cher conférencier aussi. Tiens, je vous autorise à voter. D'habitude, je n'autorise pas les conférenciers à voter. Voilà, c'est un petit sondage. Ça vaut pour vous aussi, Grégoire, Martha, Nargis, Eric, Thomas, Mamourou et Martha. Alors, la déclaration des consommations des sites concernés par le décret tertiaire s'effectue tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Je vous laisse voter, hein, vous pouvez remplir. Je crois qu'on a répondu déjà à celle-là, mais on va voir si vous avez écouté. Il est possible de mutualiser les résultats obtenus à l'échelle d'un parc. Benjamin, il va me donner les bonnes réponses d'ailleurs. Vrai, faux. Et puis, troisième question, les objectifs du décret tertiaire sont non modulables dans le cas où le coût de l'opération est manifestement disproportionné par rapport aux bénéfices attendus. Vrai ou faux? Voilà, on vous laisse voter. Allez, je vous laisse encore 5 secondes et puis on va commenter vos réponses. 4, 3, 2, 1,
0. Voilà, je mets fin au vote. Attends, il y en a plein qui votent, on est nombreux, hein. On est plus de 80 là en ce moment. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Est-ce qu'il y en a un qui veut répondre à la première question? La déclaration des consommations des sites concernés par le décret tertiaire s'effectue. Martha? Il faut ouvrir le micro. Oui, c'est justement toutes les années, il y aura, comme on a dit, deux attestations annuelles d'ailleurs que la plateforme Opérate fournira aux assujettis qui rentreront leurs données de coup sur une base annuelle. La deuxième question, il est possible de mutualiser les résultats obtenus à l'échelle d'un parc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Benjamin m'a fait une réponse, alors moi je peux l'apporter. Martha, vous l'avez? Bon, je laisse sinon d'autres intervenants, comme ça sera plus Est-ce qu'il y a dynamique. quelqu'un qui connaît la réponse? Je vois que vous ne levez pas tous la main. Oui. Bon, alors on va répondre alors, Martha. Ah, Thomas était prêt à répondre. Moi, je dirais que oui, mais si je me trompe, je pense que oui. Alors oui, la plateforme Opéra permet de mutualiser les résultats au niveau du parc en réallouant les écarts positifs. C'est les sites qui ont dépassé l'objectif de réduction aux sites qui ont des écarts négatifs. Effectivement, on regarde l'ensemble au niveau du parc. Et donc, si on regarde la question 3, les objectifs du décret tertiaire sont modulables dans le cas où le coût d'opération, est-ce que c'est modulable ou pas? Quelqu'un qui sait? Non? Allez, je vais répondre alors pour vous. Donc, c'était vrai, hein, ils sont modulables. Un dossier technique détaillant la justification. Il faut bien entendu faire un dossier technique qui justifie de ces modulations. Voilà, donc j'arrête ce partage. Alors, il y avait une question de Thierry, mais qui dit mais prendre un AMO, c'est payant. Et du coup, c'est l'appel d'offres. Il y a un impact sur l'appel d'offres. Je voyais Thomas qui est en train de répondre. Mais Grégoire a déjà répondu un peu tout à l'heure, hein. Effectivement, un AMO, c'est payant. Donc, ça renvoie ensuite aux capacités à faire en interne. Mais je pense que d'une manière générale, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement qui ne prendront en charge que des études confiées à des tiers. Il peut y avoir des exceptions, je pense aux programmes actés, par exemple, qui sont portés par la FNCCR, où justement tout l'objet est de permettre de cofinancer des renforcements humains dans les collectivités et en le mutualisant à l'échelle de regroupements de communes pour se doter de conseillers en énergie partagée ou d'acteurs qui vont avoir la compétence et aider en interne à faire des études, à piloter des projets, etc. Oui, il y a peut-être un plan de formation à mettre en œuvre aussi. Ça revient à ce que vous dites, hein, Thomas. C'est on peut recruter, faire monter en compétence le personnel dans les collectivités, Grégoire? Oui, tout à fait. Enfin, les AMO, on les utilise en fait un peu comme on le souhaite, hein. Nous, par exemple, au CIPEREC, alors on a peu de patrimoine, hein, quand même, pour ne pas dire aucun. Mais nous, on s'en sert pour faire de la formation au sein de nos équipes. On s'en sert aussi quand il s'agit de faire des matinales de présentation sur un sujet particulier. On en avait fait une sur le décret tertiaire. Donc, ça peut effectivement, si le coût semble important pour une collectivité, modulant en fait les aides qui sont apportées, ça peut être aussi une solution de former en interne pour pouvoir faire un schéma directeur immobilier. Mais c'est sûr que ça demande certes de l'argent, mais ça demande dans ce cas-là beaucoup de mobiliser une personne en tant que telle. Ouais. Est-ce que vous accompagnez des collectivités pour se regrouper entre elles, effectivement, pour mutualiser des opérateurs, là, ce que décrivait Thomas, c'est-à-dire des recrutements, hein, qui vont avoir lieu, des opérateurs qui vont travailler sur plusieurs collectivités? Alors nous, ça, on n'a pas ce dispositif. C'est effectivement, souvent les financements sont temporaires. Le temps d'avoir un projet, je pense notamment au CEP. Nous, on souhaite avoir plutôt des personnes qui sont là sur le long terme, et du coup, on ne met pas en œuvre ça, parce que c'est jamais très, très agréable d'avoir à dire à quelqu'un ton poste n'est plus financé au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, la personne est quand même bien intégrée.
Ouais. Au revoir. Donc, Ouais. on ne le fait pas, donc on met à disposition des marchés, on fait ça autrement. Peut-être que demain, on aura d'autres outils d'action, mais en tout cas, effectivement, on n'est pas allé jusqu'à proposer des conseils en énergie partagée, notamment. Ouais. Au niveau Thomas, au niveau du plan de relance, on n'a pas parlé trop du plan de relance et de l'articulation du plan de relance par rapport au financement des collectivités. Est-ce qu'il y a des budgets sur lesquels peuvent aller les collectivités et profiter du plan de relance pour accélérer leur rénovation du parc tertiaire? Absolument, hein, qui sont de plusieurs natures. D'une part, il y a des subventions de l'État à travers le mécanisme de la DSIL qui ont été renforcées et qui sont depuis avant la crise Covid, mais qui ont été aussi renforcées à l'occasion de la crise Covid, en partie fléchées vers les sujets de rénovation énergétique du patrimoine des collectivités. Donc là, il y a des opportunités pour les villes de solliciter des financements DSIL sur des opérations. Il faut identifier les opérations. Et au-delà de ces financements, de subventions à disposition des collectivités, il y a beaucoup de mécanismes de financement en prêt qui sont disponibles. La Banque des Territoires, notamment, est un partenaire du plan de relance sur ce point. Et on a aujourd'hui, finalement, des financements qui sont adaptés un peu à toutes les situations. On a des financements qui sont adaptés à faire des prêts de long terme pour des opérations de rénovation d'un peu d'ampleur, où on va avoir besoin d'un prêt sur 15, 20, 25 ans, voire exceptionnellement jusqu'à 30 ans, pour des opérations de restructuration très, très lourdes. Et puis, on a par ailleurs un autre dispositif qui a plutôt vocation à accompagner des actions d'économie d'énergie sur des bâtiments qui n'ont pas besoin d'une rénovation lourde à ce stade, qu'on appelle Intracting, et qui permet de conduire des actions d'économie d'énergie de type relamping ou régulation des systèmes de chaud et de froid ou autres. Avec des avances remboursables presque à taux zéro. Elles sont à 0,25% jusqu'à 13 années maximum aujourd'hui en taux fixe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour réussir à financer les opérations, aussi bien vis-à-vis de subventions du côté du mécanisme DSIL que de dettes à des taux très bon marché. Et ça complète, nous, comme on l'a évoqué avant, la capacité à financer des phases d'études. Ouais. Il y a Cynthia qui pose la question, est-ce qu'il y a une DSIL exceptionnelle dans le cadre du plan de relance? Oui, en effet, il y a eu une DSIL exceptionnelle relance en 2021, enfin c'est 2020, qui, en effet, était fléchée sur la rénovation énergétique, c'est-à-dire c'était une enveloppe qui était censée justement subventionner de projets ambitieux de rénovation énergétique du parc public. Donc, il s'agissait notamment d'une enveloppe indivisée, enfin, en partie destinée aux collectivités locales pour les financements de la rénovation énergétique de bâtiments communaux, mais aussi pour les financements de bâtiments départementaux. Donc, pour vous donner quelques chiffres, au niveau francilien, cette enveloppe s'élevait à environ 110 millions d'euros, dont la plupart, presque 90 millions d'euros, destinés à la rénovation énergétique de bâtiments de collectivités. Or, en complément de ça, si cette DSIL relance était en effet une spécificité de l'année 2021 survenue en raison de la crise sanitaire et économique due à la COVID-19, il existera toujours la DSIL classique qui finance de projets suivant des axes prioritaires fixés par les gouvernements, notamment il y aura toujours les développements durables et la rénovation énergétique rentre dans cet onglet par les biais de la transition énergétique qu'elle aide à atteindre. Donc, si les collectivités présentes aujourd'hui, pour une raison ou l'autre, louper
l'opportunité de financer le projet via la DSIL Relance, il y aura toujours la DSIL classique à laquelle s'appuyer voilà, dès la prochaine, de la prochaine séance. Ouais. On pourra le voir, oui, dans une prochaine séance. Martha, pardon, Nargis, sur les collectivités, parce que ça faisait partie aussi du thème de la conférence, il y a les collectivités, il y a leur patrimoine, mais aussi il y a les besoins pour leurs administrés qui sont des tertiaires aussi, souvent sur le territoire. Bon, c'est ce que disait Mamourou. Est-ce que quand les collectivités vous interrogent au niveau de la région, est-ce elles s'interrogent d'abord pour elles ou elles s'interrogent aussi pour leurs administrés? C'est quoi les remontées d'informations que vous avez? Alors nous, en tout cas, par rapport à la REC, du côté de la REC, on a surtout des collectivités qui s'interrogent sur leur propre patrimoine. Et puis, en fait, ça dépend beaucoup de la typologie de la collectivité. Plus elles sont dans un environnement urbain dense avec un gros patrimoine public, elles vont prioriser leurs actions sur leur patrimoine. Et puis, lorsqu'on est sur des zones un peu moins denses, elles peuvent, elles ont, elles ont à cœur en tout cas de mener aussi des actions de sensibilisation sur sur du patrimoine privé. Mais ça, c'est valable pour toutes les actions, même, par exemple, si on parle du photovoltaïque, par exemple, elles vont avoir des actions de sensibilisation aussi sur d'autres types de bâtis que le bâti public. Oui, Grégoire, c'est ce que vous constatez aussi sur le territoire en fonction de la densité de l'endroit où se trouvent les collectivités. Elles ne vont pas avoir en tout cas pas en jeu, mais les mêmes souhaits. Oui, alors il y a la taille de la collectivité, il y a la sociologie sur la collectivité. Il y a des collectivités qui accompagnent énormément toute la population. Non, effectivement, il y a cet enjeu. Après, il existe, mais on le découvre pas. Il n'est pas forcément important. Nous, on a des collectivités qui sont très petites, qui font des choses incroyables. On a des collectivités qui sont très conséquentes et qui sont un peu plus en retrait. Mais ça, voilà, on adresse les collectivités, quelles qu'elles soient, pour les accompagner. Charge à elles après de prendre en main le sujet. Mais nous, en tout cas, on ne fait pas de différence entre une petite collectivité et une collectivité plus importante. Est-ce qu'on peut donner un conseil aux collectivités en disant si vous voulez être dans les clous en termes de date, il faut y aller tout de suite? C'est-à-dire qu'il faut lancer les études maintenant? Est-ce que c'est ça qu'on pourra avoir comme conclusion? Ça fait des années qu'on essaie de leur dire. Puis là, l'année prochaine, vu le coût de l'énergie, on peut peut-être avoir une oreille un peu plus attentive parce que ça risque de faire très très mal pour les budgets 2022. Ouais, c'est quoi les coûts d'énergie? Oui. Qu'est-ce qu'on prévoit comme coût d'énergie, Grégoire? On entend, par exemple, le tarif réglementé d'électricité qui augmente de 10%, mais sur les marchés, il a pris 115-120%, sachant que les collectivités n'ont plus accès aux tarifs réglementés, en tout cas celles qui sont assez importantes. Pour elles, nous, pour le moment, on attend des hausses globales de 20%. Ah oui, donc ça va être colossal. Et je ne me prononce pas sur le gaz. Oui, donc il faut se mettre en mouvement tout de suite pour faire ce qu'on appelle les quick wins, là, les endroits où on peut gagner tout de suite rapidement. Est-ce que Mamourou, là je parle pour vous et Eric qui accompagnez les collectivités, vous voyez des collectivités qui viennent un peu en danger, un peu en urgence, en disant voilà comment je fais, il faut vite que je fasse des économies. Est-ce que ça arrive aussi? Oui, ça arrive de plus en plus des collectivités qui n'ont pas eu forcément les ressources en interne pour suivre l'évolution du décret tertiaire et qui arrivent aujourd'hui avec un besoin, c'est de comprendre comment ils peuvent se mettre en conformité avec le décret. Mais pour revenir un petit peu en arrière sur les échanges, la période Covid a aussi été un moment où certaines collectivités ont eu le temps de se poser un certain nombre de questions. Et on a profité de cette saison-là pour sensibiliser les collectivités sur les enjeux de se mettre en conformité
conformité et l'opportunité aussi de construire un patrimoine exemplaire. Et donc, nous avons eu à mobiliser et ça a permis d'avoir dans la boucle des collectivités qui n'étaient pas forcément informées, les collectivités sur une candidature au programme acté, notamment l'AMI Sequoia, avec la métropole du Grand Paris, ce qui a permis de mobiliser du financement pour ces études dont on parlait, notamment Thomas et Grégoire, pour avoir une meilleure connaissance de leur patrimoine, ce qui est la première étape. Alors, les collectivités ne sont pas tous au même niveau en fonction des équipes en interne et aussi du portage qui peut être fait de ces questions-là, ce qui fait que voilà, certaines vont avoir besoin de comprendre par où commencer ou d'autres vont avoir besoin de construire déjà la stratégie parce qu'elles ont les données disponibles, elles ont des audits qui sont réalisés. Donc, on a un petit peu de tout. Par exemple, sur notre territoire, nous avons 4 ou 5 collectivités qui sont en train de réaliser un schéma directeur immobilier. Nous avons de petites collectivités, quand on dit petites, autour de 20 000 habitants, hein, c'est un peu plus que ce que accompagnent les CPE, les conseils à énergie partagée, mais qui n'ont pas forcément de ressources pour réaliser en interne, mais qui ont besoin de comprendre comment et qui, avec notre appui et notamment l'économe de flux qui a été recruté dans le cadre du programme AT, peuvent construire déjà une approche, je dirais, en amont qui leur permet de poser les bases et les jalons de cette stratégie patrimoniale qui va leur permettre d'aller à 2022 avec des données pour mettre à disposition sur la plateforme Opéra, mais aussi de commencer à monter des opérations de rénovation exemplaires. Oui. Mamourou, il y avait un complément que vous vouliez donner? Simplement que nous, sur notre territoire, on est dans une situation différente. Quand on a des sollicitations de collectivités, c'est plutôt des sollicitations ponctuelles pour des travaux de rénovation, pour connaître les financements existants ou pour avoir des retours d'expérience et savoir comment agir sur certains sujets. À l'occasion, j'avais d'ailleurs contacté Thomas Sanchez de la Banque des Territoires. Mais globalement, on est quand même sur un territoire, nous, où les collectivités sont suffisamment outillées en interne pour la plupart du temps ne pas faire appel à nous sur ces sujets. Donc voilà la situation ici. Et quand on fait appel à nous, c'est vraiment de façon assez ponctuelle. Là, la dernière sollicitation, c'est une collectivité qui a un projet sur une école. Elle hésite entre une rénovation et la destruction du bâtiment pour en reconstruire un neuf. Donc, on abonde sur la partie rénovation parce que c'est notre sujet, nous, à l'ALEC. Mais voilà, c'est plutôt des demandes ponctuelles comme ça. Oui. Voilà, on arrive, merci Mamourou pour cette réponse. On arrive au terme de cette conférence, il est 15 heures. Vous êtes incroyable, hein, cher conférencier. Parce que je vous vois, vous répondez à toutes. C'est la nouvelle génération. Vous répondez aux questions en chat. Je vois, vous avez beaucoup chatté là. Je vois le public a eu ses réponses. Donc il y en a peut-être une sur laquelle on peut revenir. Thomas, je crois que il y a un nouvel outil qui va arriver. C'est un outil de comparateur énergétique. Alors ça, c'est aussi peut-être pour que les collectivités puissent comparer par rapport à d'autres typologies de collectivités qui soient égales. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est pouvoir dire. Ouais. On a un premier outil qui existe depuis un moment qui s'appelle mon comparateur énergie, Ouais. qui permet d'avoir quelques données un peu simples. Ça ne produit pas quelque chose d'extraordinaire, mais il y a un côté ludique et ça permet un niveau d'information. On travaille à un outil qui est en développement en interne. On a vu les premières versions, mais il n'est pas encore proposé à tout le monde. Ça devrait être lancé cet hiver, qui agrégera plus de données sur le patrimoine public, les consommations d'énergie, etc. Alors, à une maille qui n'est pas hyper fine, parce qu'on ne peut pas récupérer les consommations sans que les collectivités donnent leur accord de manière explicite sur le fait de l'obtenir. Typiquement, on travaille sur cet outil avec des distributeurs d'énergie, un sur le gaz et un sur l'électricité, pour certaines communes, on a avec leur accord récupéré les consommations électricité et gaz des communes en question pour
justement pouvoir les poser sur un outil de data visualisation et voilà, aider à repérer rapidement, pour les communes qui ne le connaîtraient pas de manière évidente déjà, les bâtiments les plus consommateurs en fonction des typologies, etc. Donc, c'est un outil qu'on lancera cet hiver qui apportera un petit peu plus de services que l'outil actuel. Voilà. Après, une collectivité qui a envie de conduire des études ou de réfléchir à un financement, etc., la bonne solution, c'est toujours de contacter leur contact à la Banque des Territoires dans leur direction régionale. Donc, nous, à la direction régionale d'Île-de-France, on a des chargés de développement territorial qui sont le point d'entrée des collectivités. En général, elles connaissent leurs interlocuteurs. Ça peut être moi au besoin. Voilà. Oui, donc vous êtes déjà en contact avec les collectivités. Est-ce que Grégoire, vous avez accès à des données d'énergie aussi sur le territoire? Vous identifiez des fois des points sur lesquels il faut intervenir et vous pouvez faire des conseils en amont avant que la collectivité ait même émis le souhait? Alors, c'est en cours de développement aussi chez nous, parce qu'effectivement, on a un outil qu'on met à disposition dans le cadre, on met à disposition des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la performance énergétique. Mais en fait, surtout, on achète l'électricité pour le compte de nos collectivités, donc de 500 collectivités. Et dans ce cadre-là, en fait, on met à disposition un outil de suivi des consommations énergétiques qui, en plus, est relié aux adhérents du CIGEP. Donc, pour l'achat gaz, on vient d'intégrer les réseaux de chaleur. Donc, on peut gérer une partie aussi PEREC. Donc, effectivement, ces données, on peut les mettre à disposition et en cours de développement, on espère le plus tôt possible, justement, proposer ou en tout cas identifier rapidement les bâtiments qui sont pour les collectivités les plus énergivores, afin que si elles n'ont pas les moyens forcément d'engager une procédure, schéma directeur, audit, etc., d'avoir tout de suite un état de leur parc, qu'elles puissent faire des opérations sans avoir à attendre toute cette mise en musique. Voilà. Donc, voilà. effectivement, on a des données. Merci Grégoire. Bon, on peut arrêter là maintenant parce qu'on a dépassé un peu le temps. Merci à tous les six d'être intervenus pour cette table ronde.